Alors, bienvenue dans cette soirée Tisser en verre, quel lien entre le vêtement et la nature? Alors, c'est la question qu'on va se poser ce soir. Vous savez peut-être que l'industrie de la mode a aujourd'hui de multiples impacts écologiques et sociaux à travers le monde. Donc, dans ce webinaire, on va explorer dans le récit biblique en quoi la fabrication et l'usage d'un vêtement reflètent le lien brisé entre les humains et la création de Dieu et comment restaurer ce lien. Alors, on va voir également aussi comment notre façon de nous habiller peut témoigner de la bonté et de la justice de Dieu, et aussi quels sont les défis rencontrés par les marques qui se développaient une mode plus éthique. On va commencer avec notre première intervenante, qui est Aline Nussbaumer. Alors, Aline, elle est rédactrice du papier Tisser en verre qu'elle a fait pour le réseau Imago Dei. Elle est aussi biologiste marine et elle est membre actif d'Arocha France. À toi la parole, Aline. Merci, Yona. Alors oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je vais aussi enlever la petite caméra qui me montre parce que ça me distrait. Donc, je m'appelle Aline et j'ai eu le privilège cette année de travailler sur un papier qui s'appelle Tisser en verre, la vie comme terrain de réconciliation avec la création. Et ceci faisait partie d'un projet plus large avec Imago Dei. Et je pense que Johanna a le lien à mettre dans le chat si vous voulez voir le projet plus large. C'est un projet pour regarder le vêtement et identité en ayant des théologiens de différents endroits et aussi des professionnels de la mode qui interagissaient sur les sujets qu'on avait présentés. Et donc mon papier, c'était sur le lien avec l'environnement. Alors pour l'introduction, je suis contente qu'elle a apparu. Colline va nous lire le psaume 65. Dieu de la prière, Dieu de l'univers. Du chef de chœur, psaume de David, chant. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. On s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Le poids des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans les cours de ton temple. Nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, des choses sacrées de ton temple. Par des actions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut. Toi à qui se tient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent les extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes. Tu remplis de cris de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le canal de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En abreuvant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées. Tu bénis ses germes. Tu couronnes l'année de tes biens et ta charrette déborde d'abondance. Elle déborde sur les pâturages du désert et les collines se saignent d'allégresse. Tu habilles les prés de petits bétail et les vallées sont revêtues de blé. Les acclamations et les chants retentissent. Merci Colline. Ce psaume nous montre que Dieu habille la terre. Dans le texte de Genèse 1, on voit que Dieu crée des espaces et après, il les remplit, il les habille avec toutes sortes d'arbres, de fleurs, d'insectes, de champignons, de l'eau, des mollusques, des herbes, des vers, du vent, des oiseaux, des poissons, de la neige, des petits mammifères, des énormes bêtes aussi. Il l'habille avec abondance et avec plénitude. Ça grouille de monde. Dieu, il habille la terre. Et la plénitude est la marque déposée du vêtement de la création, tel que Dieu l'a voulu. Elle est une bénédiction donnée premièrement aux animaux des océans et des ciels, et deuxièmement aux humains. Cet acte de vêtir la terre
donne de la dignité. Cela montre l'honneur que Dieu donne à la terre. Il l'habille avec plénitude. Et ensuite, Dieu prend ce vêtement, ces fibres de chair, ces molécules d'eau, pour se vêtir, de façon que nous pouvions aussi le connaître pleinement, toute sa plénitude en Christ. On est dans Colossiens 1, verset 19. Et je lis Jean 1, verset 14. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Dieu, en Christ, prend les fibres de cette création pour se vêtir, et il marche sur cette poussière. Et c'est lui qui nous habille. Colossiens 1, verset 16 nous dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Il nous a donné ce corps de chair, et c'est lui qui pourvoit à notre besoin d'une protection pour cette peau faible. Il pourvoit à travers sa création des fibres de lin, de coton, des laines de brebis, de chèvre, d'alpaga, des peaux de bêtes. Il pourvoit même des pigments dans les plantes, dans les invertébrés, des pigments de couleur pour transformer nos vêtements. Il donne à l'humain une habilité pour transformer tous ces éléments de la création en œuvres artistiques et fonctionnelles pour nous vêtir. Aujourd'hui, nous prenons aussi des profondeurs de la terre, du plancton et des algues qui ont été cachés pendant des milliers d'années sous pression, qui sont devenus du pétrole. Et nous transformons cela en matière synthétique, des polyesters, de l'acrylique, du nylon. Et c'est les matières de choix aujourd'hui dans l'industrie du fast fashion. Cette mode qui produit des quantités astronomiques à petit prix et qui fait des vêtements conçus pour durer que quelques portées et qui sont au destin d'habiller des villes comme Accra au Ghana ou des déserts comme Atacama au Chili avec des piles, voire des collines de déchets textiles. Le psaume que Colline nous a lu, le psaume 65 nous dit: le poids des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos transgressions. Christ nous donne un nouveau vêtement. Par sa mort et par sa résurrection, il nous vêtit de justice pour que nous pouvions se présenter saints, sans tache devant Dieu. Dans Ésaïe 61, verset 6, on lit: je trouverai la gaieté dans le Seigneur. Je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de justice. Alors ce soir, je vous invite à considérer le vêtement matériel comme un lieu de relation entre nous et la terre et tous ses habitants et avec Dieu. Et on va regarder de manière assez résumée, parce que c'est un sujet très large, ça prendrait toute la soirée, mais en quoi nos vêtements, dans leur fabrication, dans notre utilité des vêtements et dans leur fin de vie, nous met en lien avec la terre et ses habitants. Et on va aussi regarder, je vous invite à regarder, je peux le mettre même sur l'écran, le vêtement comme un lieu poétique. Donc, les auteurs bibliques l'utilisent aussi pour signifier des choses, des vérités profondes. On va regarder une notamment de celles-ci. Et donc, en quoi le vêtement peut être aussi un lieu poétique pour vivre notre relation avec Dieu et pour apprendre comment il agit dans ce monde et participer là-dedans. Et si on a le temps à la fin, mais je sais que Axel, qui prépare la deuxième partie, va aussi donner des éléments. On va regarder comment ça peut aussi être un lieu prophétique, un moyen d'annoncer certaines choses, certaines valeurs à travers nos choix vestimentaires. Voilà, donc on a lu dans le psaume 65 que Dieu habille la terre et qu'il lui donne de l'abondance.
Et on voit que cette abondance est présente dans le domaine de l'eau. Il s'est dit, par exemple, tu la détrempes par des ondées. Et l'eau fait partie de cette abondance que Dieu a mis sur la terre. Et quand l'eau manque, on remarque que c'est un problème. On a vécu ça ici au domaine des Courmettes cet été. Et aujourd'hui, il pleut des quantités qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps, donc on s'est réjouis. Mais on a vécu le stress de l'eau pendant tout l'été. Et on remarque que l'eau est vraiment essentielle pour tous nos projets, pour la vie. Et pour le bien-être de ce morceau de terre sur lequel on est, au Courmettes. Jésus lui-même se décrit comme porteur de l'eau de la vie. Et quand on regarde l'industrie des vêtements, on voit que la marque de cette industrie aujourd'hui, là je parle surtout du fast fashion et du ultra fast fashion, donc c'est les modes qu'on trouve dans les magasins sur nos high street, j'ai pas le mot en anglais. Mais ça couvre pas toute l'industrie de la mode. Il y a aussi des gens qui ne sont pas dans ce courant-là. Mais là, je parle des grosses marques qui font des millions, des billions d'argent par an. On voit que la relation avec l'eau est très compliquée. Et donc, on va regarder les impacts de ces vêtements sur l'eau pour cadrer un peu dans les impacts environnementaux. Et on va en regarder plusieurs. Déjà, il y a l'empreinte d'eau que cela prend. Les vêtements, demandent énormément d'eau pour être produits. De la culture, que ce soit végétale ou animale, jusqu'à la fin de vie, il faut de l'eau. On sait que pour beaucoup de cultures, il y a des produits toxiques qui sont mis sur les champs. Donc, l'exemple qui vient peut-être le plus rapidement, c'est le coton. Il y a eu énormément de progrès dans les législations autour des pesticides utilisés sur le coton dans les dernières années, dans les dernières décennies. Mais malheureusement, ça reste un problème. Le coton est une des cultures qui demande le plus de pesticides par hectare de tout ce qu'on fait pousser. Et on sait qu'il y a l'aspect santé humaine. Ceux qui sont impliqués dans l'application de ces pesticides n'ont pas toujours les protections qu'il le faut pour le faire. Mais c'est aussi un problème parce que ces agents de pesticides rentrent dans les eaux après l'irrigation, quand l'eau coule dans les rivières, etc. qui suivent. Et les agents ne perdent pas leur capacité de tuer les pestes. Donc, ils ont souvent des propriétés pour bloquer des processus biologiques chez les insectes ou les autres pestes pour les tuer, pas qu'ils embêtent le coton. Et cela continue une fois qu'ils sont dans l'environnement. Et bien sûr, il y a plein de insectes et autres invertébrés qu'on a envie qu'ils sont là dans les écosystèmes. Et donc, de remplir ces systèmes avec des insecticides n'est pas une bonne idée. On sait aussi que dans la phase de transformation d'un vêtement, il y a énormément de produits chimiques utilisés. Un statistique de l'Union européenne dit qu'il y a plus de 1900 produits chimiques qui sont utilisés dans la production des vêtements, dont 165 sont classés comme dangereux pour la santé de l'humain par l'Union européenne. Donc, 1900 produits chimiques, dont 165 sont classés comme dangereux pour la santé et pour l'environnement. Là-dedans, on a plein de chimies différents. On a des filtres UV qui vont éviter que le vêtement se dégrade par le soleil. Mais pareil, ces filtres UV ne restent pas uniquement sur les vêtements. Pendant la transformation du vêtement et aussi pendant les lessivages, ils peuvent s'enfuir du vêtement et entrer dans les écosystèmes. Et comme Johanna l'a dit, je suis aussi biologiste marine. Et donc, en connaissant un peu le milieu marin, où la plupart des chaînes alimentaires, pas tous, mais la plupart sont basées sur des organismes qui photosynthèsent, si on met des molécules qui bloquent les UV dans les océans, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces organismes à la base des chaînes alimentaires. Il y a aussi énormément de teintures qui sont utilisées, plus ou moins naturelles, malheureusement beaucoup de teintures chimiques qui sont à base aussi de pétrole. Et ceux-ci peuvent être extrêmement toxiques et il y a beaucoup d'histoires du monde entier, mais j'ai regardé un petit peu les histoires dans la ville de Dhaka au Bangladesh
où il y a beaucoup de ces usines de peinture. Et récemment, le gouvernement a déclaré 6 des rivières dans Dakar comme biologiquement mortes, en partie à cause des effluents de ces usines. Donc, si on essaye de se rappeler le psaume avec lequel on a ouvert, de cette terre qui est remplie de vie, que Dieu bénit avec une abondance d'eau, qu'on met ça en contraste avec les eaux qui sortent des usines avec plein de produits toxiques dedans et qui impactent non seulement l'environnement, mais la santé aussi des gens qui vivent autour. Cela doit nous poser question. Il y a aussi une pollution des eaux à travers les lessives. La photo que vous voyez sur l'écran est prise à Biarritz pendant la tempête Amélie, je pense, en 2019. Et vous voyez une sorte de mousse épaisse qui est crachée par la mer. Et il y a eu des analyses chimiques faites sur cette mousse qui ont trouvé qu'elle était composée d'une grosse partie d'ingrédients tensioactifs qui existent dans les lessives commerciales. Donc c'est des agents qui créent la mousse. Ça existe plus dans nos shampoings, dans nos gels douche, d'autres produits qui ont des agents moussants. Et ils persistent de nouveau dans l'environnement, apportant aussi des propriétés toxiques. Dans les lessives, on peut aussi avoir je sais pas si je peux dire ce mot antifongiques. Et si on prend en compte le fait qu'il y a énormément de champignons dans les océans, ils ont été trouvés dans presque tous les habitats marins, mais on a très peu de connaissances du rôle de ces champignons dans ces écosystèmes. Et là, on est en train de mettre beaucoup antifongiques dans cet environnement sans savoir exactement ce qu'ils vont faire et sans savoir l'impact que ça va donner de perdre ces champignons marins. Il y a aussi des parfums dans les lessives qui ont des propriétés pour perturber le système endocrinien. Et donc, pareil, plein de produits qu'on sait pas trop ce qu'ils vont faire, on sait que c'est probablement pas très bien qu'on le laisse entrer dans les océans. Et les lessives ne sont pas juste originaires de nos foyers, mais il y a aussi plusieurs étapes de lessivage pendant la production du vêtement. Donc pareil, là, c'est produit en énorme quantité. On a aussi la pollution des eaux par les microfibres. Donc ceux-ci sont tous les fibres de moins de 5 cm qui sont décrochées de nos vêtements. Et on a l'habitude d'associer les problèmes avec les microfibres plutôt synthétiques, donc de vêtements faits de plastique. Et cela rentre dans les océans, emportant, pareil, tous ces produits toxiques qui sont appliqués dans la production du vêtement. Mais ils agissent aussi, une fois dans le milieu marin, comme des éponges pour attirer d'autres produits toxiques dedans. Et il y a beaucoup d'organismes dans les océans, par exemple les mollusques, comme les moules que certains d'entre nous mangent, qui filtrent l'eau et ils vont pas discriminer entre si un molécule est un fibre de plastique ou quelque chose qu'ils ont l'habitude de manger. Et même dans les poissons, dans les crustacés, on retrouve ces microplastiques qui entrent dans leur système digestif, qui peut avoir des impacts mécaniques, de mécaniquement bloquer le système digestif, mais aussi qui vont lâcher ces produits toxiques dans le corps de ces organismes. Et vu qu'avec les microplastiques, ça rentre beaucoup plus tôt dans la chaîne alimentaire, il y a beaucoup plus de temps pour ce qu'on appelle la bioaccumulation de ces produits toxiques. Quand un autre organisme va venir manger, qui va être mangé, ça devient concentré. Et donc ça pose aussi un problème pour la santé humaine parce que nos fruits de mer, nos poissons sont de plus en plus pollués. Et on commence à savoir un petit peu ce que ça peut faire, mais pas énormément non plus. L'eau peut aussi être polluée dans la fin de vie des textiles. Vous avez ici une image d'une plage à Accra au Ghana, donc je l'ai mentionné dans l'introduction. Cette ville, Accra au Ghana, reçoit énormément de vêtements secondaires. Il y a un énorme marché qui a été construit pour pouvoir revendre des vêtements qui viennent de la France et d'autres pays en Europe ou les USA. Et les gens achètent des gros bacs de vêtements sans savoir ce qu'il y a dedans.
et vont les ouvrir et avoir leur stand sur le marché pour vendre ces affaires. Et il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés sur cette industrie du vêtement seconde main. Le problème aujourd'hui, surtout dans cette ville à Accra, c'est que de plus en plus de vêtements de très pauvre qualité sont produits et entrent dans ce système de vêtements de seconde main. Il y a des vêtements qui ont été littéralement conçus pour être juste mis sur une image sur Internet. On va parler plus tard de ça, qui sont vraiment pauvres dans leur performance en tant qu'habits. Et les gens achètent pour le même prix ces gros bacs d'habits sans savoir ce qu'il y a dedans. Ils retrouvent ces vêtements vraiment franchement nuls et en de plus en plus grosses quantités qui n'ont aucune valeur. Et ce pays n'a pas l'infrastructure pour gérer la quantité de vêtements de seconde main et de déchets parmi ces vêtements qui arrivent. Et malheureusement, pendant les saisons de pluie en particulier, mais dans toute saison, beaucoup de ces déchets textiles qui ne sont invendables vont se retrouver dans les cours d'eau et dans la mer de ce pays. Et vous voyez là un petit peu, mais vous pouvez rechercher d'autres photos, ces textiles s'emmêlent les uns avec les autres et s'enterrent dans le sable au point où ce n'est plus possible de les sortir. Et il y a des gens là-bas qui les appellent les tentacules. Et il y a même eu des cas de mort de gens qui sont partis nager dans la mer, qui ont été attrapés dans ces tentacules de vêtements et qui sont noyés. Et donc cette pollution de déchets textiles est vraiment un problème. Et ils vont petit à petit se déchirer en petits morceaux. Et on retrouve aussi les mêmes problèmes qu'avec les microfibres. Ouf, ça fait beaucoup de problèmes et c'est même pas le tout. Pour retourner à cette question de plus en plus de vêtements de pauvre qualité qui sont produits, aujourd'hui, on a l'exemple d'une marque chinoise qui s'appelle Shine, qui a dépassé même Zara, etc., dans le nombre de ventes. Si vous n'êtes pas au courant de cette marque, c'est une marque chinoise qui a des algorithmes sur les réseaux sociaux qui va détecter des micro-modes qui va ensuite mettre cette information dans des logiciels qui vont créer des concepts de vêtements qui vont être produits en des fois que 10 jours de ce moment de conception à la production et mis en ligne très vite pour que les gens puissent vite acheter ces nouvelles micro-modes, comme on les appelle. Pour avoir une idée, ça représente à peu près 6000 nouveaux articles par jour sur leur site. Et en avril, cette marque a été évaluée à 100 billions de dollars US. C'est autant que H&M et Zara ensemble. Et pendant cette période où beaucoup de matières deviennent plus chères, etc., et des petites marques de la mode un peu au milieu du marché souffrent, des marques comme Shine grandissent énormément et continuent à grandir. Et c'est des articles qui sont disponibles pour très peu cher en ligne. Et comme vous pouvez imaginer, il y a eu toutes sortes d'accusations aussi au niveau des conditions pour les travailleurs. Des accusations comme des gens qui faisaient des semaines de 75 heures, par exemple. Et au niveau déchets, ils envoient et du coup ils reçoivent les retours d'achat de 150 pays dans le monde. Et une marque avec autant d'argent sur des produits qui n'ont très peu de valeur dans leurs yeux ne va pas faire beaucoup d'efforts pour revendre ses vêtements. Et donc, beaucoup de ces vêtements se retrouvent, pareil, dans les décharges. Donc, la marque Shine est un peu, enfin, ça prend une amplitude qu'on n'a pas encore vue. C'est pour ça que ils ont même eu un nouveau mot pour les décrire, qui est le ultra fast fashion. Mais c'est symptomatique d'une déconnexion totale de la réalité du vêtement. Pour donner une idée, un champ de coton, du moment de semence à la récolte, peut prendre 200 jours pour pousser. On a parlé des matières synthétiques qui viennent de base de pétrole, qui ont pris des milliers d'années pour pousser. Et là, on parle de 10 jours entre le moment où l'idée vient en tête et le vêtement est disponible en ligne pour l'achat.
Si on regarde dans la Bible, ça nous parle pas de cette marque Shine, ça nous parle pas de l'ultra fast fashion, du fast fashion. Mais la Bible contient des histoires anciennes qui parlent d'hommes et de femmes qui rencontrent Dieu et qui parlent de l'action de Dieu dans ce monde et comment il agit, vers quoi il agit et qui Dieu nous appelle à être. Pour le vêtement physique, un exemple de la Bible qui en parle, c'est Proverbe 31. Je pense qu'on n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez le lire plus tard. Mais on voit dans ce chapitre de Proverbe une description d'une femme de valeur. C'est une femme qui est dans l'industrie, qui a son business dans sa maison. Et le passage parle 7 fois des mains de cette femme. C'est des mains qui vont trier consciencieusement la laine et le lin, des mains qui plantent une vigne, des mains qui vont filer des fibres avec la quenouille et le fuseau. 2 fois, ça dit qu'elle tend sa main aux pauvres, et avec ses mains, elle produit du fruit. Et elle construit, dans le verset 26, on voit qu'elle construit une entreprise avec sagesse, et verset 27, sans paresse. C'est une vision plutôt positive de l'industrie du vêtement, où la sagesse est au centre. Et dans Proverbes 2 à 4, on voit aussi que la sagesse est quelque chose que nous devions poursuivre et chercher, qui sauve les humains des voies qui mènent à la mort. Seulement ceux qui choisissent les voies de sagesse pourront vivre sur la terre promise. Ça nous dit dans chapitre 2, versets 20 à 22. Dans le chapitre 3, on lit que l'acquisition de sagesse est plus satisfaisante que les plus belles richesses matérielles, que même les plus beaux vêtements. Et que la sagesse permet à celui qui la poursuit d'atteindre l'honneur, la vie et la bénédiction de Dieu. Cette même sagesse, aussi dans le chapitre 3, est présentée comme la fondation de la création. Et cette sagesse est à notre disposition. Elle doit être préservée à tout prix. Je vais vous lire une partie de Ésaïe 32. C'est le verset 6 à 8. Car le fou profère la folie, et son cœur trame le mal. Il se livre à la profanation, et divague contre le Seigneur. Il laisse vide le gosier de la famille. Il empêche l'assoiffé de boire. Les armes du fauve sont pernicieuses. Il projette des intrigues pour perdre les affligés par des paroles mensongères, même quand les dévérités est dans son droit. Mais celui qui est noble fait de nobles projets. Il s'en tire à ses nobles projets. Quand on lit les descriptions de sagesse et de folie dans l'Ancien Testament, on retrouve des traces de la folie de ce système de mode qui produit de quantités astronomiques, bien au-delà du besoin. On voit cette folie de ne pas reconnaître les limites de la terre. On voit cette folie comme on l'a lu dans Ésaïe, d'empêcher l'assoiffé de boire, de laisser vide le gosier de la famille. On pense à tous ces gens qui vivent avec ces rivières polluées, qui peuvent voir en allumant le robinet les couleurs tendances de la prochaine saison à cause des peintures qui sont rentrées dans les cours d'eau. Ce n'est pas de la sagesse. Mais il y a des gens qui produisent des vêtements avec sagesse, et on va en parler un peu plus tard. Mais dans un livre qui est écrit par une historienne qui s'appelle Audrey Millet, je cite, elle dit que pour créer un monde nouveau, il faut libérer l'imagination et l'espoir. Cela contraste avec le climat social actuel qui favorise le désenchantement et le désespoir. C'est un livre sur le problématique de la mode. Et quand je lis ça, je me dis, mais si Dieu nous a mis à notre disposition toute la sagesse qui est aux fondations de la terre, justement pour reconnaître ses limites, pour reconnaître ce qui est bon, pour travailler dans la direction de la vie et de la bénédiction
de Dieu sur toutes ses créatures, si on savait que cette sagesse était présente et qu'on était prêt à l'accepter, on pourrait libérer réellement notre imagination, comme elle le dit, et notre espoir. Je voudrais parler maintenant de le vêtement comme lieu poétique. L'apôtre Paul utilise plusieurs fois l'image du vêtement pour décrire une nouvelle identité en Christ. On a vu dans l'introduction que Dieu en Christ est venu habiter les fibres de la création. On sait aussi qu'il a pris la malédiction du péché sur lui pour nous donner ce manteau du salut, ce manteau de justice. Et il a tracé le chemin vers la résurrection. Il a tracé le chemin pour un nouvel ordre, une nouvelle alliance, qui rend possible la communion libre entre les créatures et leur créateur. Et on voit ça symbolisé dans cette déchirure du haut en bas du voile du temple, qui était d'ailleurs une œuvre d'art textile incroyable, si vous lisez les descriptions dans l'Ancien Testament. En se tournant vers Christ, le chrétien peut entrer dans cette nouvelle ordre et devenir membre de cette nouvelle communauté. J'ai mis ici quelques versets que Paul écrit à différentes églises. Et on voit que on trouve cet acte de se vêtir de Christ, de prendre son identité. Et dans à la fois le verset de Galates et de Colossiens, cette nouvelle identité va au-delà des identités que le monde va nous donner. Juifs, grecs, hommes, femmes, libres, esclaves. C'est notre identité primaire. Et cette identité est semblable au Christ, qui est vêtu de justice. Et il y a énormément de soucis de justice dans certains morceaux de ce que j'ai raconté et tout ce que je n'ai pas raconté sur l'industrie de la mode. On voit aussi que, en tant que ses bien-aimés dans le passage de Colossiens, il nous appelle à nous revêtir d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça est dans un sphère métaphorique, poétique de Paul. Mais on peut se demander, comme cette question qui est posée dans la thèse d'une femme qui s'appelle Elisabeth Lwanga, qui a écrit un peu sur le même sujet. Elle pose cette question. Comment le chrétien peut-il se vêtir de la justice de Christ si les habits avec lesquels il se revêt ont contribué à nuire et à détruire des relations? On pense aux gens qui sont condamnés à boire des eaux extrêmement polluées. On pense à tous ces animaux marins et terrestres qui sont aussi impliqués par des produits toxiques lâchés par l'industrie du fast fashion. Comment le chrétien peut-il se vêtir de la justice de Christ si les habits avec lesquels il se revêt ont contribué à nuire et à détruire les relations? Notre identité en Christ doit imprégner chaque aspect de nos vies. Et aujourd'hui, je pense que cela peut nous amener à voir le vêtement physique aussi comme un lieu prophétique. Je ne pense pas qu'on peut complètement changer l'industrie de la mode, même si j'en ai vraiment espoir et je pense que Christ est capable. Mais je vois que c'est une industrie extrêmement complexe, où il y a énormément d'argent aussi impliqué. Je sais pas si vous avez vu récemment, mais j'ai écrit son nom parce que je savais que j'allais l'oublier. Bernard Arnault, c'est le directeur exécutif du groupe LVMH, qui comprend Louis Vuitton, Sephora, des énormes marques. Il a dépassé Elon Musk comme l'homme le plus riche du monde. Il a une valeur de 188 billions de dollars. Il y a de l'argent qui nous dépasse même à comprendre dans cette industrie. L'industrie du luxe ne montre pas de signe de se ralentir du tout et au contraire va augmenter. Donc on est en train de faire face à des
des industries énormes avec un pouvoir d'argent énorme. Dieu et Christ est plus grand. Mais aujourd'hui, en tant qu'individu, comment je peux faire face à ce problème? Et je pense que, en tout cas pour moi, la première étape est de renouer cette connexion avec la terre à travers le vêtement. De reconnaître que chaque fibre, que chaque couture fait par une main. Il y a beaucoup de machines à coudre, mais il y a encore énormément de choses qui sont touchées par des mains humaines tout au long de la chaîne de production. Ces choses ont de la valeur. Même si c'est acheté de Shine, c'est quand même des produits qui ont été tirés des profondeurs de la terre, donnés par Dieu. C'est quand même touché par des mains de gens, créatures de Dieu qui les ont produites. Donc comment on peut augmenter notre créativité, augmenter notre connaissance de la valeur d'un vêtement et reconnaître dans le vêtement qui vient de la terre cette provision de Dieu. Apprendre à réparer, à employer de la créativité pour comment on recycle, etc., ces vêtements, et promouvoir la justice. Le vêtement reste quelque chose qui va s'user. Un vêtement ne va pas durer indéfiniment. Je le vois surtout chez mes enfants où il y a des trous et des choses tout le temps avec leurs activités. Et des fois, on va devoir remplacer des choses par le neuf. Et il existe énormément de marques qui font vraiment attention, qui se soucient de la terre et des gens. Peut-être pas parfaitement, mais ils font des efforts dans cette direction. Et donc, si on a les moyens de soutenir ces marques et un moyen chouette pour choisir de se vêtir avec justice, mais pas tout le monde a les moyens. Souvent, ça coûte très cher. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a aussi le seconde main, mais il y a aussi cette provision de Dieu à travers ces vêtements. Et si ça veut dire qu'on doit acheter des marques moins chères, ça fait partie du système complexe et très taché du péché dans lequel on est. Mais on peut aussi, quand on achète ces vêtements, apprendre à les recoudre pour qu'ils durent plus longtemps, apprendre à vraiment valoriser toutes les matières dedans. Et quand je parle de vêtements prophétiques, je parle aussi d'une joie que moi-même j'ai découvert en choisissant d'aller plus vers les vêtements justice. Je ne suis pas du tout parfaite. Récemment, je devais remplacer un jeans et j'ai acheté un jean d'une marque qui n'était pas très chère et où je savais qu'il y avait des moyens employés pas au niveau que j'aimerais. Mais quand je peux choisir quelque chose de juste, ça me donne une joie de savoir que par mon vêtement, je représente cette nouvelle identité en Christ, qui est de choisir la justice et la vie pour chacune des créatures et des personnes de ce monde. Et je voulais aussi vite parler du mouvement aussi du capsule wardrobe ou les garde-robes minimalistes qui encouragent une consommation pour trouver les vêtements parfaits pour soi, pour avoir une collection très petite de vêtements qui nous conviennent parfaitement. Et juste de poser la question, est-ce que c'est vraiment réaliste que les vêtements nous vont parfaitement, nous servent parfaitement? Il y a des artistes et des gens dans le design qui arrivent à faire des choses vraiment extraordinaires. Et quand on va écouter Axel très bientôt, qui va parler du sur-mesure aussi, et ça me réjouit tellement d'entendre ça. Mais la réalité, c'est que la plupart des vêtements aujourd'hui ne sont pas faits sur mesure. Ils sont faits pour les masses. Et du coup, est-ce que c'est vraiment réaliste de se dire qu'on va trouver tous les vêtements qui vont nous aller parfaitement? Ou est-ce qu'on peut aussi cultiver le contentement et la joie de pouvoir porter des choses qui ont été créées par la création et par nos frères et sœurs autour du monde? Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a un temps de questions. Alors, on a Martin qui nous donnait des précisions sur Audrey Millet, historienne, chercheuse, autrice, conférencière et experte en écosystème de la mode. Elle est actuellement chercheuse à l'université d'Oslo et elle travaille sur les sweatshops à Paris, Shanghai et Prato, le capitalisme et l'industrie de l'habillement et les liens entre genre, travail et technique. D'ailleurs, je vous mettrai tout à l'heure en référence le livre qu'elle a écrit, le livre Au Nord de la mode,
pour aller plus loin dans les ressources. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Aline? Bonsoir, vu que tu as dit qu'on peut prendre la parole. Absolument. Oui, juste, je voulais juste réagir. Moi, j'aimerais bien acheter plus responsable, comme on dit, hein. Et donc là, cette dimension de justice m'apporte quelque chose, enfin, une nouvelle motivation. Et je me dis peut-être que si on voyait à long terme, parce que le problème, c'est que quand on achète, on regarde notre porte-monnaie, on se dit, ah, les vêtements éco-responsables, là, c'est trop cher. Mais en fait, au final, on dépense peut-être plus en achetant des vêtements pas trop chers. Mais comme je pense qu'on n'arrive pas non plus à voir à long terme, enfin, c'est difficile, quoi. On voit sur le moment ce qu'on a dans notre budget et voilà. Donc, peut-être que si on budgétait plus les vêtements, on arriverait plus à acheter des vêtements un peu plus chers, quoi, mais du coup, qui vont durer longtemps. Enfin, vraiment, je sais pas si ça dure toute la vie, j'en sais rien, mais voilà. Merci Sandra, c'est un bon point. Et il y a eu un documentaire, je sais pas s'il existe en français, Johanna, qui s'appelle The True Cost. Bonne question. Alors, je l'ai vu en VO. C'est sur Netflix, qui montrait en quoi, comme tu le dis, Sandra, le fait de pouvoir acheter des vêtements peu chers faisait que les gens dépensaient beaucoup plus d'argent qu'ils avaient et rentraient dans des problèmes financiers à cause à cause de l'accès aux vêtements pas chers. Et mais après le problème, je pense, en tout cas dans mon expérience, c'est que pour l'instant, beaucoup de ces vêtements éthiques et durables, il faut les acheter en ligne. En tout cas, près de chez moi, il n'y a pas énormément de lieux où je peux aller les acheter. Et moi-même, j'ai fait des erreurs dans mes achats où j'achète quelque chose et ça arrive, ça me va pas. Ou donc c'est vrai que c'est très compliqué et de dépenser des grosses sommes comme ça quand on sait pas si ça va nous aller, ça fait un peu peur. Alors, on a Rochelle Toulouse qui nous précise que oui, alors The True Cost, on a les sous-titres en français. Et la bande-annonce résume très bien les problèmes environnementaux et sociaux en 3 minutes. Donc, pour les gens pressés, vous pouvez toujours regarder la bande-annonce de The True Cost. Alors moi j'ai aussi bonsoir Élise de Roubaix. Bonsoir. Je voulais aussi réagir. Merci en tout cas pour cet exposé très clair. Alors moi personnellement, je me dis, mais je ne sais pas si c'est bien de se dire ça, mais en tout cas je me dis que compte tenu du fait qu'il y a déjà tellement de vêtements qui sont produits, beaucoup plus que ce dont on aurait besoin, comme tu l'as dit. Moi je privilégie quand même l'achat d'occasion systématiquement, en tout cas en première intention. Voilà, je me fais un point d'honneur à essayer d'abord de trouver un vêtement qui a déjà été produit parce que je me dis, ben voilà, au moins voilà. En tout cas, moi, c'est ma démarche, mais voilà, je suis curieuse effectivement d'avoir aussi l'exposé sur les marques éthiques et voilà, parce que j'ai pas trop essayé pour l'instant, mais je suis curieuse de voir ça. Merci. Et Élise, tu as des lieux physiques, enfin des magasins près de chez toi pour le second main ou c'est en ligne? Oui, beaucoup, beaucoup. En fait, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Je pense qu'on ne le sait. J'en ai encore découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a énormément de marques. Alors moi, j'habite dans une grande ville, hein, donc c'est peut-être aussi plus simple. Mais il y a vraiment beaucoup d'associations. Et en fait, quand on achète d'occasion, souvent, comme c'est des associations qui font aussi de l'insertion, on fait entre guillemets une double bonne action parce que non seulement effectivement on utilise un vêtement qui a déjà été produit et en plus on peut aussi voilà, participer, encourager ces entreprises qui sont des petites entreprises sociales et solidaires et qui souvent font de la réinsertion de personnes en difficulté, qui font du tri de vêtements. Donc voilà, moi je sais qu'il y a Dingue Fringue pas loin de chez moi, il y a La Beige, il y a voilà, on a plein de ressourceries sur place dans le nord, mais j'imagine que dans d'autres régions c'est un peu pareil. T'as de la chance. Non, on n'en a pas énormément. Ah zut, vous en avez beaucoup. Mais une de mes collectrices, c'est une femme,
pour ce projet, travailler dans un grand Emmaüs, justement, dans le tri de ces vêtements. Et la réalité, c'est qu'il reste quand même énormément de choses qui vont arriver, qui vont être tout de suite mis dans les bornes pour les vêtements et même pas rentrer dans le magasin pour être vendus. Et moi aussi, j'ai choisi principalement le second main aussi pour des questions budgétaires où ces marketing semble un peu, enfin, bref, autre question. Mais dans le second main, je crois que Clément l'a mis aussi dans le chat Oui. en question. Est-ce que ça incite un niveau de consommation excessive? J'ai vécu en Angleterre où il y a beaucoup de magasins seconde main et ça donne quand même l'impression que les gens du coup se permettent d'acheter plus parce qu'en plus ces magasins de seconde main, un peu comme une entraide, mais c'est pour lever des fonds pour les associations. Tu dis bah je fais une bonne action si je l'aime pas ce vêtement parce que je le donne à ce magasin, ils vont se faire de l'argent. Mais la réalité c'est qu'il y a énormément d'invendus. Et je pense qu'il y a quand même un aspect d'encourager, enfin de soulager la conscience en se disant bah je peux toujours le revendre en seconde main, qui fait que les gens se permettent peut-être d'acheter plus neuf qu'ils achèteraient. Mais ça a l'avantage de ceux comme nous qui aiment bien trouver. Moi j'ai aussi un plaisir à trouver des choses seconde main, au-delà de juste la partie. C'est vrai. C'est vrai. On pourrait se fixer la règle de un vêtement qui rentre, un vêtement qui sort, peut-être, mais en tout cas de se dire qu'il faut jamais essayer de pas accumuler et puis voilà d'être dans une consommation raisonnable, même si c'est de seconde main. Mm-hmm. Et là, enfin vu qu'on est avec les ambassadeurs, une chose qui pourrait être intéressante, parce que le problème c'est qu'une fois que ça rentre dans le système seconde main, il y a énormément de pertes qui partent après en décharge, etc. Mais pourquoi pas soit dans des églises ou dans des groupes locaux, organiser des échanges de vêtements, faire une soirée sympa où au lieu de faire rentrer ces vêtements dans les systèmes où il y a beaucoup de pertes, les garder entre les gens et pouvoir échanger et s'assurer que chaque chose soit utilisée. Même trouver des gens que vous connaissez dans vos églises qui sont couturiers, enfin qui savent coudre, qui savent transformer les vêtements et valoriser aussi ce savoir-faire pour éviter le plus possible que les vêtements entrent dans le système seconde main. Ou peut-être qu'il y a des pièces qui vont être vendues très très vite, mais la réalité c'est que beaucoup de pièces ne vont pas être vendues. Ouais, mais c'est assez vertigineux en fait, hein, la quantité de vêtements que tout le monde possède en fait et en trop. Ça fait vraiment peur en fait. Après, sur la question d'un vêtement qui entre, un vêtement qui sort, parfois ça peut être compliqué de faire sortir un vêtement parce que on se pose la question du devenir du vêtement. C'est-à-dire, pour peu qu'il soit un peu bouloché, bah, il n'est pas en très bon état, je vais pas le donner à quelqu'un, ça va pas plaire. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets dans les bornes de collecte? Ah ouais, mais si je fais ça, il risque d'être envoyé en Afrique et alimenter le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements qui sont un peu abîmés, qu'on peut pas forcément réparer, c'est pas un simple trou, c'est des bouloches ou un truc vraiment défraîchi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Vous allez me dire, on peut l'utiliser pour bricoler et tout ça, mais bon, si on bricole pas tous les jours, ça fait beaucoup de vêtements qui restent sans rien faire après. Et c'est là qu'on voit qu'on est encore dans un système de recyclage qui est imparfait. Parce qu'on pourrait, moi j'ai déjà entendu aussi des filières de transformation de ces vieux vêtements en isolant, mais je pense que c'est encore très très marginal et je pense que c'est pas encore assez développé. Par exemple, H&M, ils ont tout un système de récolte de vêtements usés dans leur magasin où ils donnent même un petit bon pour des achats neufs dans leur magasin. C'est la bonne action d'emmener ces vêtements. Et effectivement, beaucoup sont après transformés en isolation. Et c'est dans les termes de recyclage, il y a le surcyclage et le décyclage. Et le décyclage, le produit perd de la valeur et après il va pas pouvoir être recyclé de nouveau. Donc ça prolonge un petit peu la vie de ces matières, mais sans les sortir d'une boucle où ils vont se retrouver en décharge. Nous avons une autre question pour Aline. Quelle est ton opinion sur les vêtements de bricolage ou do-it-yourself et l'utilisation de matériaux pour les créer? Par exemple, les vêtements tricotés soi-même. C'est une bonne question. Je pense que pour cet aspect de renouer le lien avec le vêtement, c'est top. Enfin, je pense
Moi, j'ai essayé le tricot, je voulais faire un carré, mais c'était pas du tout un carré à la fin. Mais de prendre conscience du temps et de l'énergie qui est mise pour produire quelque chose, je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense si c'est une question pour le tricotage avec des laines, les mêmes problèmes qui s'appliquent au textile s'appliquent avec la laine. On peut avoir soit des laines avec des teintures plutôt bonnes, naturelles et qui se décomposent plus facilement dans l'environnement. Mais il y a aussi beaucoup de laines synthétiques et de laines avec des teintures synthétiques qui sont sur le marché. Et donc, ça dépend aussi quelle laine est choisie pour former la base du vêtement. Et après, combien de fois c'est lavé, etc. après. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose pour renouer ce lien avec le vêtement et la réalité de ce que c'est et de lui redonner de la valeur. Parce que si on a passé quelques mois à produire un pull, on va pas le laisser partir très vite. Ok. Merci Aline. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre deuxième invitée. Alors, elle s'appelle Axelle Boubouillon. Et alors, justement, on était dans les aspects pratiques de la mode. Et alors, Axelle, elle est fondatrice de Poche Paris. C'est une marque de jupes en prêt-à-porter et en sur-mesure. Et donc, elle va nous apporter son témoignage sur son parcours de créatrice de mode et sur les difficultés que peuvent rencontrer les marques de mode éthique pour produire des vêtements en accord avec leurs valeurs. À toi la parole, Axelle. Merci beaucoup de me permettre de partager mon expérience. Du coup, moi, ça va être un petit peu plus en format témoignage. Donc, je vais vous raconter un petit peu de mon parcours dans la mode et un petit peu avant aussi. Voilà, je vais commencer par me présenter, même si tu l'as très bien fait, Johanna. Du coup, moi, je suis créatrice dans le textile. Et il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'ai commencé par ma vie professionnelle dans le droit. Donc en fait, à la fin de mes études, du lycée, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai décidé de faire un parcours très généraliste et qui me permettrait de trouver un potentiel emploi où il y aurait du travail. Du coup, j'ai fait une double licence en droit et en philosophie. Et après, je me suis plus dirigée vers le droit. Et en fait, dans tout ce parcours étudiant, j'ai rencontré Jésus. Donc notamment dans un cours de philo. Donc voilà, et il faut savoir que mon parcours entrepreneurial et mon parcours de création, il est vraiment entrelacé dans mon chemin de foi. Donc c'est quelque chose que je voulais aussi partager. Et en fait, du coup, j'ai fini ma formation de juriste et je suis à la fin de mes études, je suis partie vivre au Maroc. Et pour 6 mois, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. Et en fait, quand j'étais là-bas, je sentais vraiment que c'était pas ma voie. Et quand je suis rentrée, je cherchais quand même mon premier emploi. Et en même temps, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, vous parliez un peu de do it yourself. Je m'y suis mise et j'ai commencé les cours de couture. Donc, j'ai commencé les cours de couture avec les cours municipaux pour adultes de la ville de Paris, pour ceux que ça peut intéresser. Et tout de suite, au bout de peut-être, je pense au bout du premier cours, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, et que vraiment la création de vêtements, c'est ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion. Et ça a été tout un parcours. Et du coup, ce qu'a été pour moi déjà tout d'abord la couture, je l'ai vraiment perçu comme un outil de libération. Libération pour celui qui le porte, parce que tout à l'heure, Aline en parlait, le fait qu'aujourd'hui les vêtements soient faits sous un modèle, sous des tailles standards. En fait, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a commencé, on va dire démocratisé plutôt à la fin, au milieu du XXe siècle. Donc c'est vraiment très récent. Avant, on faisait des vêtements tout le temps sur mesure et voilà quoi. C'était des pièces pas forcément uniques, mais en tout cas c'était du sur mesure. Et dans une logique de profit. On a voulu faire des économies d'échelle et du coup, le prêt-à-porter, c'est ce que ça permet de faire en fait. Ça permet d'avoir des économies d'échelle. Et du coup, quand j'ai justement commencé la couture et on a commencé à faire des vêtements à nos mesures, en fait, je me suis rendu compte à quel point on pouvait se sentir bien en fait dans des vêtements qui étaient vraiment coupés pour nous. Donc ça a été une première révélation pour moi.
Et du coup, le chemin a continué dans ma tête sur la reconversion et professionnelle. Et ensuite, j'ai fait un peu plus tard dans mon parcours, j'ai fait 1 an de bénévolat dans un atelier solidaire. C'était l'atelier Bakita. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un atelier qui est porté par l'association aux captifs La Libération, qui est une association chrétienne. Et en fait, c'était un atelier où on accompagnait les femmes issues, on va dire, de situations de grande précarité. L'idée, c'était de leur permettre d'apprendre un savoir-faire, mais c'était aussi une façon pour elles comment dire, c'était un parcours aussi de reconstruction. Et je me suis rendu compte à quel point la couture, ça pouvait aussi permettre, quand c'est bien sûr dans un contexte où on n'est pas, comment dire, oppressé, ça pouvait aussi être un outil de reconstruction et de guérison. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pu l'observer et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi, intégrer dans mon parcours. Donc, là, je vous montre une photo de l'atelier. Et voilà. Et ensuite, au cours de tout ce parcours, avant de vouloir créer une marque, j'ai aussi eu une prise de conscience personnelle. Donc, tout à l'heure, Aline et puis quelqu'un d'autre aussi parlait du documentaire The True Cost. Et effectivement, quand j'ai vu ce documentaire, je pense que c'était au tout début de mon chemin de reconversion. C'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, qui m'a fait prendre conscience de tout ce qui pouvait se passer en fait dans l'industrie de la mode. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, pour avoir beaucoup baigné dedans, ça me paraît évident, mais quand j'essaie de me remettre dans mon état d'esprit d'il y a 5 ans, je me rends compte en fait pour le grand public, c'est pas forcément connu. C'est la façon dont sont faits les vêtements, dont il y a de l'exploitation derrière, et à quel point aussi la mode est une industrie polluante, comme Aline l'a très bien exposé. Et du coup, moi, la première prise de conscience que j'ai eue, ça a été de consommer mieux, mais de consommer moins aussi. La prise de conscience, elle a aussi eu lieu quand j'ai dû partir en voyage et que j'ai vidé mon appartement et que j'ai vu à quel point j'avais des placards remplis alors en ayant toujours l'impression de ne rien avoir à me mettre. Et je me suis rendu compte que c'était complètement absurde. Donc, il faut savoir aussi qu'on porte seulement 30%, je crois, de notre garde-robe. Donc, ça a été tout un chemin aussi de prendre conscience de tout ça. Et voilà. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de matières qui existaient, mais dont on ne se servait pas. Vous parliez tout à l'heure des vêtements de seconde main. Donc, c'est un vivier, en fait, de matière existante qui est là. Et j'ai aussi commencé à développer cette réflexion, mais s'il y a autant de choses qui existent, déjà, est-ce qu'on peut pas aller piocher dedans? Et j'ai mis, oui, que c'était une forme de contentement, en fait, de voir ce qui existe déjà, et de partir de là pour créer ou recréer quelque chose de nouveau. Et oui, et du coup, de là, avec toutes ces briques, en fait, qui ont commencé à s'accumuler petit à petit, j'ai vraiment senti cet appel de créer quelque chose avec ça. Et ça a été une épreuve de foi aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec Dieu. Alors, comme on disait au début, du coup, j'ai créé Poche Paris, qui est une marque de jupes. Mais avant, je voulais quand même préciser que c'est pas la première chose que j'ai créée. En fait, j'ai créé une première marque qui s'appelait Phénométique Paris. Bon, c'était un peu le même concept, mais en fait, elle faisait tout le vestiaire féminin. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué de faire tout le vestiaire. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans ma réflexion. Et du coup, j'ai décidé de me concentrer sur une seule pièce, donc qui est la jupe. Et du coup, donc Poche Paris propose des jupes confectionnées à partir de tissus upcyclés. Donc, c'est des tissus qui viennent de stocks dormants chez des maisons de couture, parce que voilà, les marques en fait font produire des rouleaux de tissu
mais elles peuvent pas toujours, parfois elles font produire et elles l'utilisent pas du tout. Parfois c'est des tests, par exemple, et elles se rendent compte que voilà, la couleur ne va pas, et puis du coup le tissu, on sait plus quoi en faire. Parfois elles produisent, elles font produire une grosse quantité et puis elles ne vendent pas tout ce qu'elles ont fait produire parce qu'elles ont du mal à savoir, à prévoir en fait, à planifier ce qu'elles vont pouvoir vendre exactement. Donc il y avait toutes ces matières qui étaient là et qui étaient disponibles. Donc c'était très intéressant. Et je vais quand même vous expliquer le parcours qu'il y a eu parce que au départ, quand j'ai lancé le premier concept, ce que je voulais faire, c'était utiliser des matières biologiques. Parce que comme le disait Annie tout à l'heure, le textile pollue énormément. Et du coup, je voulais utiliser des matières biologiques et parallèlement faire de l'upcycling de vêtements et non pas de tissus. Donc, utiliser des vêtements et les transformer. Mais je me suis retrouvée face à deux obstacles, on va dire, parce que pour les matières biologiques, le problème, c'est que du coup, j'allais acheter du tissu neuf. Et le problème, c'est que les fournisseurs, en général, vendent des grosses quantités. Donc, il y a ce qu'on appelle des minimums de quantité. Donc, on ne peut pas arriver et dire, voilà, je voudrais acheter 10 mètres. Non, en général, il faut acheter 50 mètres. Mais 50 mètres, c'est vraiment le grand minimum. Ou une centaine de mètres, voire plus. Et du coup, quand on est une petite marque qui vient de commencer, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas acheter autant et se constituer soi-même un stock aussi grand, sans compter qu'on n'a pas forcément envie. Moi, j'en avais ni envie parce que ça n'allait pas dans, comment dire, la philosophie en fait que je voulais développer, à savoir ne pas produire énormément et en plus et ne pas risquer de gaspiller. Et en plus, économiquement, c'était compliqué aussi. Et donc, premier obstacle. Et par rapport aux vêtements, il y avait cette question de la rentabilité, parce que c'est aussi un élément que je vais aborder un peu ailleurs aussi, mais la rentabilité quand on est un créateur, en fait, parce on veut créer quelque chose de beau et proposer quelque chose de nouveau, mais la plupart des marques veulent pouvoir en vivre et donc pouvoir employer d'autres personnes qui pourront aussi en vivre. Et donc, pour nous, c'est indispensable d'avoir une entreprise qui réalise un profit. Et en fait, le vêtement, le problème du vêtement upcyclé, c'est que c'est plus long souvent de modifier un vêtement que d'en créer un nouveau. C'est assez, ça peut sembler assez paradoxal, sauf si on ne fait que le customiser, mais si on veut vraiment le transformer, ça peut vite coûter cher. Et un autre élément de ma marque, c'est que c'est des jupes en édition limitée. Donc forcément, puisque comme en général, j'achète des rouleaux de tissu de 10 mètres, voilà, on peut y avoir par exemple 10 jupes pour un seul modèle dans le même tissu. Et les limites de ce modèle aussi, enfin le défi, c'est que c'est pas forcément facile à faire produire parce que la plupart de ceux qui confectionnent demandent aussi des minimums de quantité. Donc, et ceux qui acceptent de mettre de minimum, en fait, font payer plus cher quand on fait produire moins. Donc au niveau de la rentabilité, c'est aussi compliqué et c'est pas toujours facile. Oui, un dernier défi aussi par rapport au tissu upcyclé, c'est que contrairement au tissu neuf, donc comme je vous disais tout à l'heure, les marques, ce qu'elles font, c'est les grandes marques, ce qu'elles font, c'est qu'elles achètent beaucoup de tissus, elles font plein de tests, puis elles voient ce qui va parfaitement, mais avec l'upcycling, on peut pas faire ça en fait. Bien souvent, parfois on achète dans des ventes. Enfin, on n'est pas sûr que le tissu sera encore là demain, donc c'est pas forcément évident toujours non plus. C'est aussi des défis. Il faut bien connaître les matières parce que sinon on peut acheter des choses qui finalement ne vont pas et on n'a pas l'occasion de faire un test en fait dans ce cas-là. Donc voilà. Et je vous montre quelques tissus que j'ai pu récupérer. Voilà. Et du coup, moi, je voulais m'engager au niveau environnemental en utilisant les matières qui existaient déjà, mais je voulais aussi m'engager au niveau social. Et comme je l'ai dit, quand j'ai l'expérience dans l'atelier de Solidaire m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'ai voulu intégrer cette donnée dans mon projet. Et
déjà, le projet, donc ce que je vous disais, c'est aussi que ce sont des jupes qui sont pensées pour s'adapter à la morphologie. Alors, c'est vrai que, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai changé un peu le concept. Donc, c'est plus tout à fait du sur-mesure. Alors, ça, c'est un autre défi que j'ai envie d'exposer. Alors, j'ai commencé par faire du sur-mesure. Et en fait, déjà, ce dont je me suis rendu compte, c'était que avec les premières clientes que j'ai eues, c'est qu'en fait, le corps d'une femme change. Donc, c'est pas forcément évident. Et au final, je me suis rendu compte que faire du sur-mesure, ça n'allait pas avec l'idée de durabilité. Parce que, en tout cas, bon, la façon dont je l'ai expérimenté, parce que je me dis, voilà, si ma cliente, le moment où elle l'achète, ça lui va, et puis après, elle prend ou elle perd un petit peu de poids, elle la porte plus, elle la laisse dans son placard, et en final, c'est pas vraiment durable. Et du coup, je me suis dit, mais en même temps, je voulais quand même, pour moi, c'était important, en fait, de proposer quand même des vêtements dans lesquels on puisse se sentir bien, parce que ça compte aussi pour la durabilité. Je pense qu'on est plusieurs à avoir des vêtements dans nos placards ou à se débarrasser des vêtements juste parce qu'ils ne nous vont plus. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'ai développé et ce que je continue à développer, c'est pas encore abouti. C'est vraiment des jupes qui s'adaptent, par exemple, soit avec un élastique au niveau du dos, donc ça peut si on perd un peu de poids ou si on prend un peu de poids, on peut toujours la porter. Même au niveau des coupes, là, c'est par exemple la jupe que vous voyez, c'est une coupe ce qu'on appelle cercle. Du coup, même si on prend un petit peu des hanches, on peut toujours la porter. Et en même temps, même si c'est un peu large, c'est pas disgracieux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce vêtement qui peut nous accompagner dans nos évolutions et qui peut durer dans le temps. Donc voilà, au niveau du design et au niveau de la production, du coup, je fais produire par des ateliers d'insertion, pas que, aussi par des couturiers indépendants. Au départ, je voulais exclusivement faire produire par des ateliers, mais encore une fois, nouveau défi, parce qu'en fait, les ateliers, alors il faut savoir que les ateliers, je ne sais pas si tout le monde, peut-être que je vais expliquer ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est les ateliers d'insertion par l'activité économique. Donc, ce sont des ateliers qui emploient des personnes qui sont potentiellement éloignées du marché de l'emploi pour différentes raisons. Ça peut être soit des personnes porteurs d'un handicap, soit des personnes réfugiées, ou des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des formations qualifiantes auparavant. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à ces personnes d'apprendre un savoir-faire, de développer des compétences qui leur permettront d'avoir un emploi dans la durée. Et du coup, en plus, comme on est en train d'essayer de réindustrialiser la France, c'est quand même un secteur qui a de l'avenir, je l'espère en tout cas. Et du coup, il y a des ateliers d'insertion dans la couture. Et alors, pour ce que j'ai expérimenté, j'ai trouvé que c'était une expérience super, parce que vraiment le fait de pouvoir travailler avec des personnes de manière locale, de pouvoir aller les voir. J'ai pu voir quelles étaient les couturières précisément qui ont cousu les commandes, et je voyais aussi leur sourire de voir, parce que comme c'est des personnes peut-être qui sont en train d'apprendre aussi, je voyais aussi leur sourire quand je leur disais que j'étais contente du résultat, et que et vraiment encore il y a ce côté valorisation que j'avais retrouvé déjà quand j'étais dans l'atelier Bakita, et que je trouve super comme expérience. Donc là, même si ça présente des défis, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Mais effectivement, au niveau des défis, c'est que par exemple, déjà, il y a assez peu d'ateliers qui acceptent de faire des pièces un petit peu élaborées, quand bien même, moi je fais des jupes, c'est pas des pièces haute couture, mais même là, on m'a déjà refusé en me disant que voilà, les pièces étaient trop compliquées. La plupart des ateliers font uniquement des pièces, par exemple, comme des tote bags ou des pochettes, des choses assez simples, parce que c'est des personnes qui sont en train de se former, donc c'est pas forcément évident. Et on retrouve aussi à moindre échelle, mais on retrouve les mêmes problèmes que dans les ateliers standards, dans le sens où quand c'est des petites quantités, ça peut être compliqué. Et une chose que j'ai pas dite aussi, c'est que je fais de la précommande. Donc, c'est-à-dire que j'ai aussi je ne peux pas produire pour ne pas faire de gaspillage, donc je produis seulement si j'ai des commandes. Et du coup, le problème, c'est que les ateliers, au niveau des délais, parfois c'est compliqué, parce que s'il y a eu d'autres marques qui ont fait des commandes, nous on s'insère en fait dans les calendriers de production des ateliers, et du coup, parfois c'est un peu
voilà, au niveau des délais, ça peut être compliqué, quoi. Ils étaient pas là à attendre nos commandes. Donc, c'est des défis, mais bon, on fait avec. C'est aussi une autre manière de créer et ben, c'est aussi quelque chose que j'essaye de partager avec la communauté que je peux avoir, par exemple, sur les réseaux sociaux ou voilà, les clients potentiels. Ben, voilà, c'est une autre manière de créer et une autre manière de consommer qui est plus lente. Et ben, on peut pas toujours, voilà, en 2 semaines être livré. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident par rapport à d'autres moyens, d'autres marques, d'autres grandes marques qui livrent en 48 heures. Mais voilà, c'est aussi ça, la marque éthique, il y a aussi ça derrière. Et du coup, je vous montre un petit peu aussi les modèles. Et oui, mais je voulais finir par dire qu'en fait, l'objectif en fait derrière tout ça, c'était vraiment d'être un canal de bénédiction à travers la confection du vêtement, tant pour les personnes qui produisent que pour les personnes qui vont le porter. Et ben, dans toute la création, même si c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, il y a plein de choses. Ben, de toute façon, je l'ai partagé. En fait, j'essaie de garder cet objectif en ligne de mire et voilà, pas de travailler vraiment main dans la main avec Dieu dans ce projet. Donc voilà. Merci beaucoup, Axel, pour cette présentation, ce témoignage. Alors, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir avec le micro, poser des questions dans le chat. Alors là, on en a une, je pense qu'il est pour toutes les intervenantes. Avez-vous des adresses pays où l'on peut faire produire des vêtements durables, écologiques, plutôt que de les faire en Chine ou autre pays négligeant ces valeurs? Oui, alors, bon, bah, déjà, il y a la France, hein, le pays où on se trouve, mais c'est vrai qu'en France, c'est cher. Moi, par exemple, je fais ce qu'on appelle du haut de gamme ou du luxe accessible, parce que là, en France, pour moi, c'était pas, je vais dire, je vais oser le dire, pour moi, c'est quasiment impossible de faire des vêtements moyen de gamme, par exemple, ou vraiment accessibles, parce que les salaires font que c'est, voilà, quoi, c'est pas possible, sauf à les faire dans les sweatshops, dont vous parliez tout à l'heure, ou voilà, quoi. Mais sinon, il y a beaucoup de marques qui vont au Portugal. Donc, au Portugal, c'est un peu moins cher et ça permet c'est assez qualitatif aussi, leur façon de produire. J'ai jamais été dans un atelier là-bas, donc je ne peux pas donner de précision. Mais en tout cas, je suis des créateurs qui ont l'air attentifs aux conditions de production et qui font produire au Portugal. Donc, ça peut être une piste à explorer. Après, pour moi, ça peut être aussi ailleurs si on n'est pas. Bien sûr, il y a toujours la question du local, de fait de ne pas faire parcourir aux vêtements trop de kilomètres. Bon, ça, c'est une question aussi importante. Mais pour moi, l'important, c'est pas forcément le pays où ça a été fait, c'est aussi la façon dont ça a été fait et surtout aller voir en fait à côté. Parce que Aline en a parlé tout à l'heure, le problème aujourd'hui pour moi, c'est la déconnexion entre les êtres humains qui sont derrière le vêtement, la confection du vêtement et ceux qui les portent. Parce que justement, on a l'impression que c'est une machine, tout est digitalisé, ça arrive, voilà, on achète sur Internet, ça arrive par la poste. Au final, on voit aucun humain entre nous. Là, le moment où on clique, voilà, commander sur Internet et le moment où ça arrive dans notre boîte aux lettres, on n'a vu aucun être humain. Donc, bah, ça fait qu'au final, on accepte des choses qui sont vraiment inhumaine en fait. Parce qu'on ne voit pas en fait ce qu'il y a derrière. Et moi, personnellement, le fait d'avoir été dans des ateliers, de voir vraiment comment les personnes travaillaient, ça fait qu'il y a certaines choses que je ne vais pas faire ou que je ne vais pas exiger, enfin, pas dans le sens où je vais être moins exigeante, mais par exemple, on ne peut pas dire aux gens, bah voilà, allez, il me faut ça, voilà, 10 pièces dans 3 jours, parce que voilà, quoi, parce qu'en fait, on voit les gens, on les regarde dans les yeux, et puis ça fait que finalement, on se dit que ce sont des gens comme nous qui ont des familles, et voilà, donc pour moi, donc c'est pour ça, pour moi, l'important, c'est que par exemple, si un créateur décide d'aller par exemple, je ne sais pas, moi, en Inde, et qu'il a rencontré un atelier là-bas, qui travaille près des personnes, bon, c'est une manière de produire aussi pour moi qui peut être intéressante. Alors, d'après toi, quelle part de technologie penses-tu qu'il soit acceptable dans la confection d'un vêtement?
Alors, au niveau de technologie, je suis pas sûre de tout de comprendre la question. Est-ce que tu parles d'imprimantes 3D ou plutôt des tissus, des matières est-ce que ça te dérangerait de préciser? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, en fait, c'est juste, oui, parce que tu parlais ici de l'intervention humaine, donc d'aller voir effectivement sur place comment est-ce que la chose est faite, ou c'est vrai qu'au début, on a plus insisté la manière avec le proverbe 31, comment est-ce que justement c'est la femme qui s'assoit, qui s'assied, qui confectionne tout le vêtement. Effectivement, ici, nous sommes dans un monde, nous évoluons avec la technologie, tout ça, ben, je ne sais pas si effectivement tu fais référence à ça quand tu parles du fait d'aller voir comment ça se passe et du coup, si par exemple tu as besoin de faire confectionner un vêtement, est-ce que pour toi, euh, voilà, jusqu'à quel degré tu pourrais intégrer la technologie dans la confection de ce vêtement-là ou plutôt tu aimerais que ce soit une chaîne 100% humaine qui soit là derrière? C'est juste ça. Oui, non, pour moi, c'est pas. De toute façon, il y a les machines. Par exemple, on utilise une machine à coudre. Hein, donc, déjà, on a déjà intégré la technologie depuis un moment. Mais de toutes les manières, il y aura toujours un humain quelque part à un moment dans la chaîne de création. Déjà, il y a celui qui le dessine. Ensuite, même si c'est une machine, il y a des gens derrière les machines. Hein, on peut le voir même dans les entrepôts Amazon. Au final, c'est beaucoup de robots, mais il y a toujours un être humain qui intervient à un moment. Les machines ne sont pas encore totalement autonomes, donc il y aura toujours quelqu'un derrière. Après, il faut voir. C'est vrai que ça pose d'autres débats. Le fait que voilà, peut-être qu'il peut y avoir une perte d'emploi, ou il y a aussi la question de la pollution numérique qu'on ne voit pas, qui sont aussi d'autres questions, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de tout traiter. En même temps, si on essaie de prendre à bras le corps tous les problèmes, on a plus de se noyer. Mais en tout cas, pour moi, non, l'utilisation de la technologie, c'est pas gênant. Mais il faut garder en tête qu'il y aura toujours un être humain à un moment donné dans la chaîne. D'accord, ça va. Merci à toi. De rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, ça vient les questions. Que penser de la période des soldes où on essaye de nous pousser à acheter beaucoup à prix réduit? Pour ma part, j'ai arrêté d'acheter pendant cette période. Bon, je ne sais pas ce qu'on doit en penser, mais en tout cas, je peux te dire ce que moi j'en pense ou ce que j'ai vu, en tout cas ce que je sais sur le sujet, c'est que en fait, les soldes déjà signifient qu'une marque qui fait des soldes signifie que d'habitude elle vend avec une grosse marge, parce que pour pouvoir continuer à faire du profit, parce qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc une marque qui vend pendant les soldes, qui a soldé, veut faire encore du profit. Et du coup, ça veut dire que d'habitude, elle pratique de grosses marges. Donc, il y a déjà cette question-là. Est-ce qu'on a envie de participer à ce système-là? Et ensuite, derrière, il y a toujours cet encouragement à consommer beaucoup, à consommer un peu de manière compulsive. Donc, bon, faut prendre tout ça en compte quand on achète. Moi, personnellement, ça m'arrive d'acheter pendant les soldes. Hein, je veux pas en toute transparence. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, j'essaye comme je l'ai dit dans mon exposé, j'essaie d'avoir une consommation et j'ai une consommation beaucoup plus raisonnée qu'à un certain temps et de faire attention à la qualité de ce que j'achète. Mais si j'ai envie d'acheter quelque chose et que c'est une marque qui fait une solde, je peux acheter au moment où elle fait des soldes. Mais pour moi, il n'y a pas de religion en fait derrière ça. Je pense qu'il faut aussi être comment dire, voilà, ne pas essayer de rentrer à tout prix dans une case. Mais en tout cas, je pense que c'est important de s'informer et de savoir ce qu'il y a derrière quand même et d'être conscient en fait. C'est surtout ça. Je pense qu'il est important, c'est de retrouver un peu ce côté achat conscient. Ok, merci Axel. Voilà, j'ai noté aussi, donc si vous voulez continuer sur le sujet de la mode, si vous voulez creuser, donc il y a pas mal de ressources. Vous avez le livre Nord de la mode par Audrey Millet. Vous avez Fake or Not Fashion par Catherine Doriac. Je vous relève aussi le lien pour le documentaire The True Cost. Vous pourrez trouver le trailer sur ce site.